Alors il y avait aussi l'idée, donc ça c'est l'aspect plus humain, mais il y a l'idée évidemment que qui dit maraîchage sur sol vivant dit apport de matière organique et donc dit amélioration de la structure du sol, puisque formation d'agrégats. Et donc derrière ça, en fait, il y a plein d'avantages qui découlent. Il y a le fait que du coup, on a un sol plus perméable avec moins d'érosion. On a un sol qui a une meilleure rétention d'eau et on a un sol qui, de manière générale, a une meilleure fertilité. Il y avait l'idée aussi que finalement le MSV, en pratiquant le MSV, on est dans un système qu'on améliore et pas dans un système qu'on combat et contre lequel on agit. On est plus dans une logique de co-création et finalement d'essayer d'imiter la nature et de co-construire avec la nature et d'essayer de prendre soin de toutes les synergies qui sont naturellement présentes. Alors oui, ce qui était intéressant aussi, c'est que finalement, vu que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore tout à fait, ou en tout cas que c'est une pratique qui n'est pas hyper commune, qui est loin d'être majoritaire, eh bien, on ne peut pas être tout seul quand on fait du MSV. Ça pousse à la collaboration, ça pousse aux échanges entre humains, entre maraîchers. Et donc ça, c'est quelque chose d'important qui ressortait aussi. Voilà, c'est un système plus résilient, plus durable, durable dans le sens écologique, mais aussi plus durable dans le temps. Voilà, je pense que je commence à avoir fait le tour par rapport aux grands avantages. Oui, c'est ça. Il y avait l'idée c'est qu'en pratiquant le MSV, on est dans une logique de régénération des sols. Et donc voilà, c'est quelque chose de positif et de très valorisant, de se dire qu'on améliore finalement la situation globale, la qualité globale des terres et des terres agricoles. Voilà, l'idée que c'était une responsabilisation, c'est un peu lié, une responsabilisation par rapport aux vivants. D'autres aspects sur les avantages écologiques, c'est aussi que finalement, on diminue les intrants qui sont issus de l'industrie. Bon, c'est lié avec le fait qu'on est dans un système plus résilient. Et aussi qu'en fait, on va faire du stockage de carbone. Et donc voilà, par rapport aux problématiques d'émissions de CO2, finalement, c'est une manière d'agir aussi. Tu veux compléter ? Et juste finir par le fait que pour tous les groupes, la notion de la vision holistique est complexe dans le sens où ça demande à la fois d'avoir pas mal de connaissances et de faire des liens interdisciplinaires et de ne pas simplifier un système, ni de le rendre compliqué mais complexe et de rentrer dans une vision vraiment globale. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, comme on l'a vu sur toutes nos petites annotations, il y a l'être humain, donc soit en tant que maraîcher ou maraîchère, soit avec les autres, donc le lien aux clients, le lien aux autres paysans. Il y a le lien avec son jardin et d'être bien, le côté environnemental avec tout ce que ça engendre, d'aggrader, d'être résilient, d'être plus local aussi, et puis le côté sûrement un peu politique dont certains ont parlé, c'est la question aussi, mais ça c'est plus agricole, est-ce que en MSV on est ou pas plus ou moins productif, est-ce qu'on peut vivre de son travail, est-ce que aussi au niveau politique il serait pas temps de commencer à se poser la question sur l'appauvrissement des sols, à avoir une action au niveau général, de garantir que les terres soient moins appauvries, protégées aussi par rapport, j'imagine, aux zones d'habitation, etc. Puisque certains ont dit qu'il semblerait qu'en Belgique, ils ont le sentiment, en tout cas, qu'ils ne peuvent pas vivre avec peu. Donc ça engendre vraiment des grandes questions à ce niveau-là, quoi. L'usage des plastiques est controversé puisqu'il est polluant et on peut retrouver des résidus de plastique à long terme dans les sols et ça pollue les sols. Donc, comment est-ce qu'on peut s'affranchir des plastiques dans toute cette approche ? Donc, ce que Laurent a répondu, c'est que finalement, c'était difficile de s'en passer au début quand on veut détruire une prairie, mais que
mais qu'il y a quand même des alternatives possibles qui ont été expérimentées et qui peuvent faire la chose, mais ça demande beaucoup de technicité et de connaissances. Et puis par la suite, une fois que le système est installé, effectivement, on pourrait se passer du plastique en fait, plus facilement grâce à la rotation qu'il a expliqué, qu'il a envisagé avec les engrais verts. Bon, voilà, si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça. Mais donc, ça reste quand même un aspect difficile. Et disons, pour gagner du temps et par facilité, on utilise des bâches plastiques. Mais voilà, sinon, ça demanderait beaucoup de connaissances et d'expérience pour pouvoir se passer des bâches plastiques, faire ça, tout cela sans bâches plastiques. Voilà. Alors, une deuxième question, c'était l'autonomie, quoi. Donc, tous ces paillages, ça nécessite des apports extérieurs importants. Et donc, comment arriver à un système autonome vis-à-vis de l'extérieur. Mais donc, l'idée, c'est pas de vouloir absolument être autonome. Si on peut s'associer avec des fermes voisines qui sont productrices de ces matières, ça peut être très bien aussi de créer comme ça des échanges entre différentes exploitations et créer une certaine autonomie, mais à plus grande échelle, je dirais. Voilà. Mais par contre, les engrais verts, eux, ils vont vraiment vers une optique d'autonomie, puisqu'ils captent l'azote de l'air, ils captent du carbone, et on crée comme ça une autofertilité qui est moins dépendante des fertilisants industriels, quoi. Bon, alors il est question des ravageurs, limaces et campagnols, évidemment, qui s'installent dans ces paillages et ces couverts permanents. Donc, il y a des solutions. Il faut pouvoir jouer un petit peu avec ça. C'est sûr que c'est des facteurs qui peuvent être contraignants, mais donc il y a quand même des solutions qui sont possibles pour limiter les ravageurs. C'est grâce, par exemple, à retrouver un équilibre. Du fait qu'on retrouve un équilibre de l'agroécosystème, eh bien, il y a les prédateurs des limaces qui s'installent aussi en même temps. Et donc, on peut retrouver quand même un équilibre à travers ça et finalement pas avoir tellement de problèmes de limaces, quoi. Maintenant, on peut jouer sur le repiquage. Plus on repique des plantes qui sont bien développées dans des paillages, on limite les risques de destruction par les limaces par rapport aux semis. Jouer sur les époques de repiquage en fonction du climat. On peut aussi utiliser l'orthophosphate de fer, donc, qui est un anti-limace, quoi. Bon, voilà, c'est pour donner des exemples de possibilités de lutte. Donc il y a d'autres aspects qui ont été discutés, c'était voir si on pouvait utiliser les résineux comme type de paillage. Bon, c'est toutes sortes de questions assez techniques par rapport à toutes ces problématiques de couverts qui sont apparues pendant ces échanges, hein. C'était le bon dosage du rapport C/N des paillages qu'on amène. Les résidus de culture, est-ce qu'ils constituent vraiment des bons moyens est-ce qu'on peut récupérer tous les résidus de culture pour utiliser et les utiliser comme paillage? Oui, mais ça reste très, très anecdotique puisque c'est des petites quantités, puisqu'il y a beaucoup d'exportations. Donc, ça, c'était encore un aspect. Alors, c'était l'aspect filière, oui, qui a été aussi développé. Comment trouver des filières pour approvisionner donc, les maraîchers avec des matières, je dirais, avec une bonne traçabilité des matières pour que ce soit agréé en agriculture biologique. Il faut qu'il y ait une traçabilité des matières qui sont amenées dans l'exploitation. Et donc, comment créer des meilleures filières entre les maraîchers et les producteurs de ces différentes matières, que ce soit du broyat, des fumiers, des laines de moutons, tout ce qu'on peut imaginer comme matière. Voilà. Donc, c'est trouver des meilleurs liens entre ces producteurs et les maraîchers. Donc, tout ça n'est pas très développé pour l'instant. Voilà, on a beaucoup discuté aussi par rapport à l'autonomie. Qu'est-ce qu'il finalement fallait amener dans le système pour compenser des exportations. C'était la présence animale, donc on est revenu sur l'aspect essentiel de la présence animale dans le système comme fertilisant, et soit par pâturage momentané, soit par l'apport de fumier. Donc en biodynamie, on limite les apports de fumier, on essaye de limiter les apports de fumier à 4 à 5 tonnes par hectare et par an. Donc, ou de compost, oui, de fumier composté. Et alors là, il agit plus comme un ferment, en fait, comme on a expliqué pendant cette journée et demie de formation, c'est que le fumier joue plus un rôle de ferment qui amène des micro-organismes. Et
les bons micro-organismes pour créer un sol, donc un état du sol agropastoral stable, je dirais, qui est entre un système de forêt et qui n'est pas un système de forêt et qui n'est pas non plus un système complètement, sauvage, quoi, qui est un milieu artificiel qui produit des légumes et ce milieu est possible grâce donc à l'animal, quoi. C'est l'animal c'est grâce à l'animal qu'on arrive à trouver cet équilibre donc agro-pastoral. Voilà, je ne sais pas si toi tu veux ajouter des choses qui ont été dites pendant ces échanges. Et il y a la question on a discuté des systèmes d'engrais verts en dérobé ou sous couvert, donc comme moyen d'amener des engrais verts dans le système pour gagner du temps. Donc, plutôt que d'attendre que la culture soit finie pour installer un engrais vert, on peut installer l'engrais vert déjà quand la culture est en place ou en même temps que la culture. Mais c'est très difficile de réaliser ça en maraîchage parce que l'engrais vert fait souvent concurrence à la culture principale. Et donc, il peut être amené peut-être en fin de culture, mais dès qu'on l'amène très tôt dans la culture, c'est vite très compliqué, quoi. Donc, malheureusement, c'est un système qui est difficile à mettre en place en maraîchage, quoi. Alors que ça peut se faire en grande culture, ça se pratique quand même pas mal. C'est vraiment de semer les engrais verts alors que le blé est encore tout petit. Et alors au moment où on récolte, on coupe le blé, à ce moment-là, l'engrais vert prend directement le dessus beaucoup plus vite et on gagne énormément de temps. On ne doit plus le réimplanter après la moisson. Donc voilà, c'est des choses qui sont plus difficiles à mettre en place en maraîchage, quoi. Il y avait question des semis dans le paillage qui sont aussi venus. Donc comment semer dans un paillage qui est en place. Et donc là, ça dépend vraiment de la grosseur des graines. Les petites graines, évidemment, sont difficiles à traverser les semis, mais les grosses graines, par contre, il n'y a pas de souci, comme les radis ou les navets. En général, ça se passe assez bien. Le navet est difficile parce que c'est une petite graine et le radis est plus facile parce que... Voilà, en fonction de ça. Par contre, le navet, lui, il se développe bien en fin de saison et donc au moment où le paillage peut être plus décomposé et que le climat est plus froid, ben, lui, il va pousser quand même facilement, quoi. C'est ça que... La concurrence avec les mauvaises herbes est plus facile parce qu'en fait, en fin de saison, les mauvaises herbes sont moins agressives, les annuelles, et le navet se développe très vite. Alors que si ça avait été fait au printemps, où les annuelles sont très, très, très vigoureuses et le navet a du mal à pousser, en fait, c'est les mauvaises herbes qui gagneraient, quoi. Puisque si on diminue l'épaisseur du paillis, en fait, on favorise la levée des annuelles. C'est toujours dangereux de diminuer l'épaisseur du paillis pour la levée des annuelles. Et donc la question, oui, mais si je diminue, je vais avoir une concurrence mauvaise herbe, mais pour le navet, effectivement, il n'y a pas de souci parce qu'il est semé au 15 août, quoi. C'était ça l'idée, quoi. Voilà. Et qu'on pouvait semer... Il y avait cette idée, c'est que les semis des engrais verts sous un mulch est relativement facile parce qu'on utilise des graines de grosses dimensions. Si je veux faire des trèfles, ça ne va pas le faire. Mais si je fais du blé, de la févrole, de la vesse, du pois, en fait, même si le paillis est un peu épais, la plante aura toujours assez de force pour passer au travers, quoi. Donc par rapport à la mise en place d'un système MSV, il y avait en tout cas les questions de la fin de l'azote et des minéralisations. Enfin, comment comprendre en fait les effets de chaque paillis sur la dynamique du sol. Ça, c'est une question, de chaque paillis ou de chaque engrais vert, c'est une question qui est revenue quand même plusieurs fois. Et l'importance aussi du diagnostic de départ, parce que là, il y a quelques itinéraires techniques qui ont été énoncés par rapport à certains types de sols. Mais justement, quand on part d'une prairie ancienne qui est beaucoup plus riche, ou bien d'un sol argileux par rapport à un sol sableux, il y avait encore beaucoup de questions qui restaient là-dessus, sur la difficulté, en fait, de pouvoir généraliser des pratiques et des connaissances par rapport à la spécificité de chaque type de sol dans chacune des fermes. Et ensuite, les questions qui sont revenues plusieurs fois, qui avaient interpellé, c'est le fait de passer d'une structure à une porosité mécanique à une porosité biologique. Et la question justement de cette transition, à quel point est-ce qu'elle est progressive ou pas, et est-ce qu'on est plus ou moins interventionniste en fait dans la mise en place de ce système-là.
Oui, une des questions qui est revenue aussi, c'est comment concilier les rotations justement des différentes familles de légumes et par rapport à la question de la gestion de l'enherbement, comme c'était pas clair en fait de pouvoir concilier ces deux logiques-là. Et puis il y avait des questions qui ont été plus les enjeux, s'il y avait un réseau de transmission et de partage des expériences autour de la question des sols, qu'est-ce que ça pourrait permettre d'évaluer. Donc il y avait l'idée par exemple de pouvoir avoir des parcelles de tests collectives pour pouvoir faire ça, partager des expériences là-dessus, et aussi de pouvoir avoir différents regards sur les lieux, de par exemple avoir des groupes qui peuvent aller d'une ferme à l'autre, faire des profils de sol et d'en apprendre en fait sur les fonctionnements du sol, pas juste sur sa propre terre, mais aussi dans d'autres fermes. Parce qu'une grande question, je vais terminer là-dessus parce qu'il y avait trop de trucs, mais c'était, OK, il y a la mise en place, donc la régénération d'un sol, mais comment est-ce qu'ensuite on peut continuer à évaluer cet équilibre relativement instable qu'on veut maintenir dans un sol qui est la vie du sol, et quels sont les seuils à pas dépasser, et donc du coup là-dessus, en fait, d'avoir un besoin de pouvoir avoir plus d'outils, plus de critères aussi pour pouvoir pas seulement faire un diagnostic de départ pour savoir comment on va mettre en place le MSV, mais aussi comment est-ce qu'on a un suivi en fait des pratiques, parce qu'il y a pas l'idée qu'il y a un équilibre et puis qu'une fois qu'il est installé, il est stable. Enfin, il y a toujours un risque qui bascule. Et voilà. Donc voilà, en fait, pour parler outillage et investissement, on n'a pas dressé la liste des outils qui seraient utiles en MSV forcément. On a plutôt réfléchi à qu'est-ce qui pouvait influencer nos choix dans le type de mécanisation qu'on voulait acheter, les investissements. Et on a aussi vu qu'en fait, un outil, c'est pas toujours forcément un truc en fer qu'on tire au bout des doigts ou derrière un tracteur. On a pu voir qu'une bâche, en fait, c'est aussi un outil qui sert à arriver à plusieurs moyens. Comme pour détruire une prairie, on n'est pas obligé de passer par la phase tracteur, tracteur, etc. On peut juste mettre une bâche et laisser le temps faire son œuvre. On a vu aussi que ça, qu'on soit en MSV ou pas, c'était important de toujours bien dimensionner son outillage par rapport à la taille du projet et aussi en fonction de ses sensibilités. Il y a des gens qui adorent être sur un tracteur toute la journée, qui adorent le bruit des machines, et il y a des gens qui n'aiment pas. Donc c'est un peu les questions à se poser dès le début. On a vu aussi que les investissements, ça pouvait être aussi suivant la sensibilité des personnes. Est-ce que j'ai envie directement de faire un gros prêt et d'acheter toute une suite d'outils et puis d'être lié financièrement à un crédit ou pas? On a vu que ça pouvait parfois être plus opportun de louer un outil ou de s'arranger avec son voisin, peut-être qui est en grande culture, pour qu'il vienne réaliser les opérations plutôt que de vouloir avoir tout juste à soi qui nous serve qu'une fois par an. Dans cette même idée, on peut aussi imaginer un achat groupé ou une mutualisation des outils. On a vu que les outils pouvaient être fort axés en fonction du climat, dans quelle zone, dans quel contexte on se situe. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup de serre? Est-ce que j'ai pas besoin de beaucoup de serre? Est-ce que je dois avoir beaucoup d'irrigation ou pas? On a vu que la difficulté en MSV, par contre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'outils qui existent. Donc on s'est rappelé qu'il y avait l'atelier paysan qui met pas mal de choses à disposition gratuitement sur Internet. Après, ça dépend un peu de chacun en fonction de ses compétences en bricolage, on va dire. Pour revenir aux investissements, on a vu que la matière organique, en fait, ça pouvait être un investissement qui peut paraître élevé au début quand on s'installe, d'aller mettre 2-3 000 euros de copeaux dans son terrain, mais on voit qu'au bout d'1 an, 2 ans, en fait, on récupère peut-être parce qu'on a économisé sur d'autres points grâce à ça. Une autre chose aussi, ce qui est peut-être important, c'est de prendre le temps de se poser au début et de voir qu'est-ce qu'on a comme carte en main, qu'est-ce qu'on a peut-être déjà comme outil, qu'est-ce qu'on sait avoir à prêter, et voir vraiment où on veut aller pour voir de quel outil on va avoir besoin. Voilà.
Alors, en quoi est-ce qu'en fait la pratique de la MSV va impacter, améliorer ou rallonger la gestion du temps sur l'exploitation? Il y a eu plein de choses qui se sont plus ou moins recoupées. Et en fait, ce qu'on m'a relaté, c'est que le temps en fait serait réparti. Il y aurait un même temps de travail, mais il serait réparti de manière différente sur l'année. Donc le fait de pouvoir préparer le sol et les planches, le travail en fait qu'on déploie en automne pourrait en fait nous permettre de gagner du temps au printemps. Donc évidemment, il y a tout l'enjeu de mettre en place sa parcelle au démarrage. Donc tout le temps que ça prend de diagnostiquer, de se former, de créer ses buts si on veut en faire, d'aller organiser tout son réseau aussi de ressources pour justement ses paillages, ses engrais verts. Donc au niveau de la réflexion, et donc là notamment on reverra vers l'atelier d'après qui est le pouvoir qu'on aurait de monter ce réseau pour justement en amont pouvoir mieux réfléchir à ce qu'on veut mettre en place. Par contre au niveau du long terme, là c'était un peu plus équilibré. Et donc, en fait, on se rend compte que tout ce temps qu'on a mis à installer son espace au démarrage, en fait, on le récupère, on le gagne à long terme au niveau de la gestion des adventices, notamment. On a dit aussi qu'on est souvent moins la tête dans le guidon. Et donc, on aurait plus de temps pour réfléchir justement à son système, à son organisation. Au jour le jour, on a aussi un peu de perte de temps, par exemple au niveau de la récolte pour ce qui est des feuilles. On a parlé du mesclin. Mais par contre, d'autres légumes comme les racines seraient plus propres et donc impliqueraient moins de nettoyage, moins de temps de nettoyage. Donc il y avait cet enjeu de trouver le bon paillage pour le bon légume, ce qui permettrait aussi d'optimiser son temps. Au niveau du nombre d'opérations à réfléchir, donc encore une opération mentale à rajouter dans toute cette liste de choses qu'on doit faire, mais ça, le MSV, a priori, rajouterait des choses. Et donc, il y a eu quelques petites suggestions, notamment une grosse amélioration qui permettrait de gagner du temps, c'est justement tout cet aspect analyse des sols en amont. On a parlé de petits tests, par exemple, de même sauter sur ces planches pour avoir un feeling différent et donc développer une connaissance même propre de comment son sol s'améliore au cours du temps. Voilà, merci. Donc pour terminer, par rapport aux freins et aux enjeux, je vais d'abord commencer par citer les différents freins qui ont été énoncés et puis donner un petit peu de les pistes par rapport à ces différents freins. Donc les freins, c'est la perte de temps au début par manque d'outils adaptés. Ça demande aussi énormément de temps au début pour installer son système, comme Noémie en a parlé. Il y a aussi un des freins, c'est le poids des habitudes. Donc mon sol, non, il doit être bien grumeleux, il doit être fraisé au maximum, ou bien il ne faut plus aucune mauvaise herbe. Voilà, ça c'est des freins qui peuvent aussi rebuter à la transition vers le maraîchage sur sol vivant. Alors un gros frein, c'est aussi la connaissance. Donc le manque de connaissances par rapport au fonctionnement du sol, par rapport aux engrais verts et par rapport à la réaction aussi du sol, par rapport à tous les apports qu'on donne. Donc la paille, le miscanthus, etc. Quel est l'impact sur mon sol et puis sur les plantes? Alors il y a aussi beaucoup d'inconnus donc à tout ce niveau-là. Donc ça, c'est des freins importants. Alors, il y a aussi le problème de trouver la matière première et l'outillage qui va avec pour l'acheminer et pour les pendre, qui ne sont pas toujours évidents à trouver. Alors, il y a aussi un frein qui est plutôt pour les producteurs qui sont déjà installés depuis un petit temps, c'est de se dire, tiens, je suis dans un système qui fonctionne,
qu'est-ce que je vais aller me risquer vers quelque chose de nouveau, vers de l'inconnu et vers quelque chose qui semble encore assez tatillon, quoi, enfin, où tout n'est pas maîtrisé, quoi. Alors que je suis dans un système où je maîtrise tout, mon commerce tourne, etc. Voilà, ça c'est un des freins aussi. Et alors, une des pistes, c'est il faut trouver de l'assurance par rapport à ce changement. Et donc là, on va donner quelques pistes pour répondre à ces freins. Alors, il y a aussi un autre frein, c'est l'investissement qu'on a déjà fait pour ces mêmes maraîchers qui sont déjà installés. Tout le précédent qui a déjà été fait, que ce soit en termes d'investissement, en termes de mode de commercialisation, on est déjà sur une base. Si on change, je sais pas moi, la fraise que j'ai achetée, elle va plus me servir. Enfin, voilà, c'est toutes des questions. Alors, par rapport à tous ces freins, il y a différentes pistes qui peuvent aider. Donc, c'est le développement d'outils adaptés, aller voir des projets qui fonctionnent. Donc, une image positive et des modèles positifs qui prouvent la réussite de ces systèmes. Donc, ça, c'est aussi important pour les producteurs qui veulent ce changement. Donc, ça reprend aussi visite de cas concrets. Le réseau, la mise en place d'un réseau pour échanger sur les différentes techniques, mais aussi sur les bons plans pour les matières premières, etc. Qu'est-ce qui était encore? Voilà. Oui. Et alors aussi, une piste pourrait être la création de fiches sur différentes thématiques, comme les choses à ne pas faire, ou des exemples concrets de situations particulières pour déjà essayer de tester ça chez soi et pas forcément passer dans changer totalement son fonctionnement, mais déjà tester quelques pistes qui pourraient fonctionner, qui pourraient aider justement au changement, vers un changement plus radical. Alors aussi au niveau des demandes par rapport aux formations et à la recherche. Donc par rapport aux formations, des formations concernant les engrais verts. Et puis il n'y avait pas tellement de demandes liées à des formations précises, mais plutôt des échanges entre producteurs et des visites de terrain de personnes référentes qui pratiquent le maraîchage sur sol vivant. Et alors, au niveau de la recherche, c'est essayer de trouver des variétés adaptées dont le zéro végétatif est inférieur, par exemple. Connaître mieux les engrais verts, quel engrais vert utiliser, comment le détruire, à quel moment le semer, etc. Alors aussi, au niveau des adventices, quelles sont les associations et échanges qui pourraient se faire entre la plante cultivée et les adventices, dans ce domaine-là aussi, et toute la connaissance des mycorhizes et des interactions qui ont lieu dans le sol qu'on ne voit pas et qui jouent sur l'alimentation des plantes. Voilà, un petit peu pour mon poste.